Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, je reçois Madame Jacou qui va se présenter, qui a beaucoup de choses à nous dire avec sa longue expérience concernant la SAFER, hein, le rôle de la SAFER en France qui n'existe pas dans certains pays européens. Donc Madame Jacou, je vous donne la parole, je vous laisse vous présenter. Ben, je suis donc un avocat de profession, hein, c'est-à-dire pas par transformation quelconque d'un autre poste. Je prêtais sûrement à l'âge habituel, 25 ans, mais avec la caractéristique d'avoir pratiquement toujours, j'ai monté un cabinet à Paris avec des collaborateurs, mais d'avoir toujours travaillé dans le milieu professionnel agricole. J'ai aussi fait l'IDREA et j'ai passé toute ma vie dans la profession agricole et je fais du syndicalisme depuis pratiquement 50 ans. J'ai grandi à la FNSEA que je connais par cœur. J'étais prof à l'ISA de Beauvais, un peu partout dans la profession, à l'IFOCAP, vous voyez, ce genre de choses. Donc, pour en revenir aux affaires, bon, je suis vieille, mais je n'étais quand même pas tout à pas née. Enfin, si, j'étais née. Mais disons que je ne les ai pas connus à leur début, mais au début, fin des années 70, début des années 80. À une époque que les gens de mon âge, dont les gens de mon âge se souviennent, qui était quand même tellement agréable et tellement libre à vivre dans tous les milieux professionnels, mais en particulier dans le milieu agricole. On n'imagine pas, vu d'ici maintenant, comme c'était plaisant, positif, dynamique d'être dans le milieu agricole et dans la profession agricole, fin des années 70, début des années 80. C'était l'époque de toute la forme, des lois d'orientation, de création fictive, on va dire, des GAEC, des SEA, de tout ça, enfin, tout se mettait du bénéfice réel, bien sûr. J'ai vécu l'arrivée du bénéfice réel. J'ai fait un stage de compta de 6 mois en CER dans l'Oise, chez moi. Donc, on n'imagine pas ce que c'était, si vous voulez, 50 ans après. Tout à Donc, fait. les affaires étaient déjà là, moins présentes, évidemment, puisque vous savez, elles ont été créées par la loi d'orientation agricole de 1960. C'est Et ça. le droit de préemption leur a été accordé par la loi par le fameux article 7 de la loi complémentaire d'orientation agricole de 1962. Oui, Voilà. Alors, au début, c'était tout calme, etc. Bon, ça se diluait un peu, comme ça se dilue toujours, dans la gestion de la profession par la profession elle-même, ce qui a toujours été, vous savez, disons, le cap absolu de la profession agricole et dont on voit du reste les conséquences maintenant. Alors, évidemment, elles ont été créées, on était dans les années début des années 60, on était dans l'après-guerre, hein. bien sûr. Voilà, c'était encore les générations qui avaient été éprouvées par la guerre. C'est les générations des parents de la mienne, hein, des gens de 70, 75 ans. Période Euh, des remembrements. alors, c'était évidemment la grande période des remembrements et des devoirs Pisani, qui a fait son mea culpa quasiment sur l'île Nord. Je ne sais pas si vous avez vu Si, des si. reportages de Pisani comme il a souffert après. Il s'est rendu compte de la connerie que ça avait été, le remembrement des suicides, etc. Et puis, on voit les dégâts maintenant, bien évidemment, sur le terrain, pour les agriculteurs des régions particulièrement concernées, c'est-à-dire principalement le Grand Ouest, hein, bien sûr. Bien sûr. Donc, la suppression des haies, enfin, vous connaissez tout ça mieux que moi. Donc, dans cette phase de reconstruction ou de construction d'une agriculture d'après-guerre, bah, les SAFER, ça faisait partie de l'ensemble des mesures qui étaient prises pour que la profession se gère elle-même. Il y a toujours une caractéristique absolue des agriculteurs, de mon point de vue en tout cas, qui a toujours, on est d'accord ou pas, je n'ai pas d'opinion particulière, mais disons qui est incontestable, c'est que les agriculteurs ne peuvent pas supporter que qui que ce soit d'autre que les agriculteurs se mêlent de leurs affaires. Donc, on préfère toujours se disputer, se trahir, se mettre sur la figure et tout ce qu'on veut, mais entre nous, pendant nous, ça reste entre nous. Oui. Donc, c'est certain que ça a des bons côtés, sûrement, mais ça nous amène aussi aux dérives que l'on voit actuellement par une profession qui a autodétruit son socle, c'est-à-dire l'agriculture de base, quoi. Et les agriculteurs, on parle toujours en général, hein, le monde Oui, oui. agricole n'aime pas les gens venus de l'extérieur et venus de la ville. Les agriculteurs qui sont enracinés n'aiment pas les néo-ruraux. Alors je parle en Oh que moyenne, non. Ah non, que non, ça c'est sûr. hein. C'est sûr. Et ça, c'est un débat qu'on ne peut pas avoir au sein de la profession. Et les fameux NIMA, hein, les non issus du milieu agricole, qui sont quand même de plus en plus nombreux maintenant, Oui. ressentent une hostilité absolue. C'est terrible, hein. Moi, je ne suis pas du tout en fille d'agriculteur. On l'est tous à certaines générations, mais disons pas immédiatement. Je les ai jamais ressentis parce que je vous dis, j'avais 24, 25 ans quand je suis arrivé à la FNSEA, donc je fais partie du décor depuis 50 ans, quoi. Donc ça n'a jamais gêné personne. Et je fais du syndicalisme de cette époque-là. Donc, j'ai été formé à la FNSEA et notamment à la filiale. C'est une association agrupée, c'est-à-dire qui était l'UGEA qui est devenu GAEC avec Société, en étant passé par 45 GAEC. Enfin, la structure qui a créé, mis en forme tout le monde actuel des sociétés agricoles.
avec beaucoup de choses très positives, hein. J'ai participé à l'élaboration des statuts types des GAEC, etc. Je ne sais pas pour quel phénomène je siégeais à la commission au nom de la FNSEA. Je ne sais pas ce que je faisais là, que j'ai jamais été élu. Je suis arrivé à en fait, la FNSEA, moi, du temps de, Joseph Buchou, de Joseph Buchou, pardon, de Michel de Baptiste, etc. Vous vous rendez compte Michel ce de que c'était Baptiste. à l'époque par rapport à maintenant, hein. Et il y avait d'excellents juristes, Joseph Buchou et sa juriste au sein de GAEC Société, étaient des femmes vraiment très sympathique et très, très compétente. Et c'était bien sûr mon enfant. Non, Josette, je ne crois pas que c'était la sœur de Buchou. Donc, si vous voulez, à cette époque-là, on construisait une certaine agriculture qu'il fallait reconstruire après la guerre, qu'il voulait arriver la modernisation, etc. Et donc, bah, les SAFER faisaient partie de ce sujet, c'est-à-dire, il fallait, alors pourquoi est-ce que c'était en deux fois? Je n'en ai pas la moindre idée. La création des SAFER et le fait de leur octroyer un droit de préemption, je n'ai pas la moindre idée. Toujours est-il qu'en 1962, elles ont effectivement reçu le droit de préemption, c'est-à-dire se substituer à l'acquéreur évincé. Bon, il n'y a pas l'acquéreur pressenti. Pressenti. Elles ne sont pas seules hein, à avoir ce droit de préemption. Les collectivités locales les ont, les communes, l'État, etc., hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à Donc fait. voilà. Donc ça s'est mis en place comme ça. Ça ne faisait pas tellement de bruit dans mon souvenir des Non. années 70, début 80. Mon engagement personnel contre les SAFER, qui est extrêmement précis, extrêmement ancien, extrêmement démontré, juridiquement argumenté, défendu politiquement, c'est intéressant, pas par rapport à mon point de vue, mais parce que ça date peut-être le moment où ils ont commencé à déraper. C'est le début des années 80. Oui. Je, j'ai- je suis monté contre. Avant, les SAFER, bon, ça faisait partie du décor, si vous Oui. voulez, hein. Et une de mes meilleures amies était fille d'exploitant agricole sur 230 hectares, si mes souvenirs sont bons, à côté de Rambouillet. D'accord. Elle n'avait qu'un, tous ces gens-là sont décédés, bien sûr. Elle n'avait qu'un frère aîné qui était officier de Haras, qui était, qui était fait un gros, était officier de Haras, et donc qui dirigeait le Haras dans le sud de la France, là. On connaît plus, enfin bon, peu importe. Après ça, il est allé au Pin, je crois, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, c'est-il que Francis, son frère, ne voulait pas reprendre l'exploitation agricole. Oui. Donc, il n'était que deux, bon, bah, ça revenait à la fille. La fille, elle était prof de lettres à la Sorbonne, mais très, très orientée vers cette exploitation qui avait énormément de bâtiments, de grands bâtiments, des cours fermés avec l'ancien logement ouvrier, etc. Il y avait deux, trois petites parcelles, mais à côté de ça, il y avait deux GFA, chacun à peu près 160 hectares, un familial, ses parents, son frère et elle, qui étaient d'accord pour que le bail consenti au père soit reconsenti à la fille, et un Voilà. autre GFA d'une autre famille qui était également de cet avis, tout allait bien, on était tranquille. Oui. Bon, comme c'était mon métier, bah, j'ai préparé la session d'exploitation basique avec l'accord du frère, de la mère, du père, de tout le monde, tout passait bien. Jusqu'au jour où elle a reçu un coup de téléphone de celui qui allait devenir le directeur de la SAFER de l'Île-de-France. C'est 82-83, un truc comme ça, je me rappelle mon deuxième fils. Enfin, j'étais très jeune mère de famille pour mon deuxième fils. Elle reçoit un coup de fil de l'agent de la SAFER lui disant, Madame Lévra, on voudrait vous rencontrer. Elle m'appelle évidemment, elle accepte, elle n'avait pas tellement de choix, et elle m'appelle en me disant, tu veux bien être au rendez-vous? J'ai bien entendu. Bon. Le gars, je ne vous mentirai pas, on était dans le bureau de son père, on l'a regardé, il y avait les fusils qui étaient appuyés contre la cheminée, parce qu'en montant très bien qu'on ne laisserait pas faire. Il est venu nous dire carrément, avec son petit train, sa petite auto, son petit taxi, Madame, on ne vous laissera jamais reprendre l'exploitation. Et moi, je suis tombée de l'armoire, je vais être naïve, hein, j'en sais rien, je vais être naïve, je suis tombée de l'armoire de voir que c'était ça la profession agricole sur le terrain, vous voyez? Alors que j'étais dedans et j'ai fait, encore une fois, j'avais fait l'INREA, etc. Mais donc, je n'étais pas du milieu agricole, mais c'était ma passion, on va dire, hein. Donc, Oui, j'avais oui, abandonné, oui. j'imagine, je suis diplômée de Sciences Po, j'ai préparé l'ENA, etc. Mais complètement envahi par la passion pour l'agriculture, j'ai plongé là-dedans. Bon. Et je découvrais la profession agricole d'une manière absolument comme je ne l'avais pas vue. Et j'ai même retrouvé une fois, je le répète en boucle, mais les types de la SAFER et leurs copains du coin il avait mis deux voitures, si je me souviens bien, garées au bout du champ et qui avait étalé les plans d'exploitation, puis qui commençait à diviser son parcellaire à ma copine. En me Oui. demandant, ah, mais carrément, Alors que c'était la fille de l'exploitant, hein. absolument, la fille de l'exploitant, accord avec tout le monde, qui reprenait. Et c'est ce jour-là, si vous voulez, que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors, bien sûr, elle a repris, maintenant, c'est sa fille qui exploite. Vous doutez bien Voilà. qu'on sait faire. Mais enfin, je veux dire, pour moi, ça a été un choc brutal. Et c'est de là qu'est parti mon engagement. Et alors, de ce moment-là, bah, je me suis aperçu que ça dérapait, puis ça dérape de plus en plus, naturellement, évidemment. Voilà. Oui, parce Donc, que dans la constitution des SAFER dans les années oui, 60-62 a fait que, comme dans beaucoup d'organisations agricoles,
les présidents de la SAFER sont les présidents de syndicats, sont les présidents de Alors, la FNSEA, c'est les mêmes personnes. c'est absolument les mêmes. Toutes les affaires sont tenues par la FNSA. Hmm. Et si vous voulez, il y a deux aspects dans les affaires. Je tiens à vous dire que je suis absolument partisane, extrêmement plus que la plupart des agriculteurs, d'un contrôle sur le foncier rural, agricole, voire rural. Oui, Et moi c'est pour ça aussi. que je veux un contrôle légal. Et Oui. celui-là ne l'est pas. C'est un contrôle mafieux, c'est pas un contrôle légal, c'est Mais incontestable. moi aussi, je suis pour le contrôle, je suis comme vous. Voilà, voilà. Mais ça, c'est pas un contrôle qu'on a, c'est absolument pas ça. C'est un grand n'importe quoi. Enfin, c'est devenu un grand n'importe quoi. Je précise que j'ai vérifié que mafieux, ça correspond à la définition du littré. Hein. C'est pas un propos de bistrot. Voilà. Et je l'ai déjà dit dans des articles, ils ne m'ont jamais poursuivi en diffamation, bien entendu. Donc, si vous voulez, les affaires, c'est deux choses. À l'origine, c'est deux pieds, si je veux dire, hein, deux pattes, deux jambes. À l'origine, c'est un contrôle du foncier rural que vous et moi, et puis de nombreuses personnes, ne pouvons que soutenir dans Oui, l'intention. Hein. oui, Bon, la oui. matérialité des choses, on sait que ça, oui, on en est, c'est-à-dire n'importe quoi. Mais deuxièmement, c'est surtout la tenue du territoire par la FNSEA. Et elle les tient toutes. Bien sûr. Et les gens savent bien que, et quand les gens sont interrogés, qui râlent, qu'ils appellent les journalistes, etc., qu'on leur demande, mais pourquoi vous râlez pas, pourquoi vous chouinez auprès de moi, mais que vous faites rien, ben, les gens répondent tous la même chose. C'est parce qu'on a peur, après ça, on n'aura pas les terres au prochain terrain, parce que c'est mon voisin de la Fédé qui va les avoir, etc. Voilà. Comme en même temps, ils tiennent aussi les CDOA qui sont devenus aussi complètement n'importe quoi. Donc, qui sont Donc les voilà, qui sont les CDOA, c'est les comités départementaux d'orientation les agricole. commissions départementales d'orientation Commission agricole. départementale d'orientation agricole, c'est pour donner, parce que les gens qui nous suivent, là, les auditeurs, ils connaissent peut-être pas, c'est en fait un permis de conduire pour avoir le droit d'exploiter les terres. Pas exactement. Alors, oui, non, bon, c'est pas si, c'est pas non. Alors d'abord, elles, ce sont des commissions consultatives. Hein, c'est Je le sais préfet bien. qui signe le. Non, mais c'est pour vos auditeurs. Hein. Ce sont des commissions consultatives, entre guillemets, hein, parce qu'on sait bien que Oui, le préfet, c'est ce qu'elle dit. Mais si, je permets de vous rectifier pour une chose. C'est oui, que partout, enfin, très souvent, il est écrit que les CDOA, par la plume du préfet, donnent une autorisation d'exploiter et qu'on c'est ne peut ça. pas exploiter sur la base d'autorisation. Alors, ce ne sont pas c'est pas l'exploitation qui est soumise à autorisation, c'est certaines opérations. Bien sûr. Hein, on n'est pas, l'agriculture n'est, comme je le répète tout le temps, je suis saoulante avec ça, l'agriculture n'est pas une profession réglementée. Vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme ou d'avoir quoi que ce soit ou de démontrer votre baptême pour dire que vous êtes agriculteur. Vous êtes agriculteur parce que vous inscrivez des parcelles sur votre relevé MSA. Point barre. Mhm. Moi-même, pour des raisons accidentelles, si j'ose dire, je suis gérante professionnelle de groupement foncier agricole dit investisseur. J'ai donné congé à la demande des associés, et puis bien entendu, j'en ai été d'accord, il y a 10 ans, pour vendre 5 hectares de Saint-Émilion. Je n'ai pas trouvé à vendre, donc officiellement, c'est moi qui suis exploitante à la MSA en Gironde. Voilà, si vous voulez. C'est Hein. ça. Donc, je ne sais pourtant pas faire du vin, hein, simplement parce que il y a mon nom sur le relevé MSA. Voilà. Mais si vous Oui, voulez, certaines opérations, or il y a des sites, chambres d'agriculture, DDT ou syndicats, qui disent que pour être exploitant, il faut une autorisation d'exploiter. Ça n'est pas vrai. non, non. Alors en plus, comme on dit, la CDOA, c'est un avis consultatif, c'est le préfet qui décide. Simplement, ils mettent la pression, puisqu'ils détiennent toutes les commissions. Avant, ça s'appelait les commissions départementales des structures. Il y en a une dans Oui, chaque département. Maintenant, ça s'appelle la CDOA. Voilà. Mais c'est les mêmes fonctions. Ce qu'il y a, c'est ils ont un pouvoir de nuisance sur le terrain qui fait peur aux propriétaires et aux exploitants. tout à fait, tout à fait. Et ça fait partie de toutes ces structures. Alors ça, c'est la deuxième partie de cette affaire, si j'ose dire, c'est s'appartenir à ce circuit de pression professionnelle où vous êtes, comme vous l'avez fait remarquer, ce sont les mêmes gens, physiquement, les mêmes bonhommes ou les mêmes bonnes femmes, bon voilà, qui tiennent tous les circuits et qui vous enquiquinent d'une manière ou d'une autre. Si vous a rajouté à ça que l'administration n'applique pas les textes, parce qu'il y a deux choses qui se passent, de mon point de vue, dans le droit rural français. C'est les textes qui peuvent vous convenir ou pas vous convenir. Pour ce qui me concerne, ils ne me conviennent pas pour ce qui concerne même mon sujet, qui est principalement le foncier. Hein. Je m'intéresse au reste, mais je ne m'en occupe pas parce que je n'ai pas les compétences. Les textes peuvent ne pas vous convenir. Dans ce cas-là, on essaye d'agir pour faire modifier les textes. On est d'accord. J'essaye de faire avec les affaires. Et puis, il y a la façon dont ils sont appliqués. Et en France,
les textes, que ce soit les textes français ou les textes de règlement communautaire, sont appliqués n'importe comment par l'administration et les DDTM qui ne sont pas foutus de lire un texte et de l'appliquer correctement. Ça, c'est catastrophique. Catastrophique. J'ai des exemples de procédures, notamment en matière, alors en matière de DDT, en matière d'autorisation d'exploiter par rapport aux amendes, c'est un autre sujet, parce que notre sujet, c'est les affaires, on ne va pas le dériver là-dessus. C'est très clairement un abus de droit de la part de l'État. Mais il roule comme un rouleau compresseur avec des gens dans les DTT qui n'ont pas. C'est très difficile le droit rural, ça a l'air idiot, mais c'est très Oui, difficile. oui. Avec des... C'est très dur, hein. Avec des gens qui n'ont pas la compétence, qui agissent parce qu'on dit oh non, non, celui-là, il n'a pas la bonne tronche, donc il ne faut pas qu'il ait son augmentation ou il ne faut pas qu'il ait ses primes, etc. Pour les DPB, moi, j'ai des dossiers, mais absolument à se dresser les cheveux sur la Pour tête, les en primes équité PAC, et pour en les droit, primes si PAC. vous voulez. Oui, pour les primes PAC, pardon. Qui ne veulent rien dire par rapport au texte. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir fait Polytechnique ou Bac+10 pour dire que ça ne correspond absolument pas. Mais il y a une nana ou un type dans un service qui applique le contraire. Alors, pour les auditeurs qui connaissent pas bien en détail, est-ce que vous pouvez prendre quelques exemples concrets où la DDT n'applique pas les textes et qui sont, entre guillemets, ils font du hors-la-loi et de l'obstruction pour empêcher les gens d'exploiter? Alors, j'ai un exemple, j'ai perdu au tribunal administratif et à la cour d'appel dans la Somme. Vous savez, comme sont motivées les décisions administratives, vu le règlement machin Oui, de l'Union européenne, patin, couffin, etc. Un truc qui me scandalise absolu. S'il y avait des gens qui avaient des dossiers à vous signaler pour qu'on fasse une action de groupe, ça serait très, très intéressant. Et il y a un texte qui, alors c'est le règlement, je ne sais plus, je l'ai, hein, non, mais enfin bon, si vous en oui, avez besoin, je vous le passerai qui accorde aux jeunes en phase d'installation pendant les 5 premières années à compter de la date où ils ont commencé leur installation, dans le oui, cadre d'une installation progressive, hein, ce qu'on appelle. Bon. Euh, quand ils reprennent soit des terres sans DPB, donc sans prime communautaire hein, pour les oui, auditeurs, ils ne sont pas forcément tous les gens là-dessus, là-dessus, soit avec un montant de prime à l'hectare en dessous de la moyenne, alors je ne sais plus si c'est départemental ou régional, départemental, mais départemental, départemental, voilà. Alors, soit ils n'en ont pas et on leur redonne, pris sur la réserve, c'est ça, des déposés disponibles à hauteur du nombre d'hectares qu'ils reprennent, c'est ça, soit on leur complète leur DPB qu'ils ont récupéré pour les amener à la moyenne. Très oui, bien. Tout ça, c'est très bien. Seulement, l'État, imagine, ça c'est clair dans le règlement européen, je l'ai lu 10 fois. Bon. L'État français considère que cette demande ne peut avoir lieu qu'une seule fois, n'est recevable qu'une seule fois. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez la connerie, il n'y a pas de terme plus juridique, de la chose? Vous êtes un jeune agriculteur, il y a oui, 4-5 hectares qui se libèrent à côté de chez vous, c'est pas si courant, mais quand même, bon, oui, admettons. ça arrive, ça arrive, Sans prime, voilà, sans prime. Bon. Vous demandez vite, je suis en phase d'installation dans les 5 premières années, refilez-moi ou complétez-moi les DPB que je récupère. Très oui, bien. Vous pouvez reprendre 30 ou 40 hectares un an après. Ah, oui, mon dit, monsieur, vous avez déjà une fois, vous n'avez pas droit à deux. Par contre, si vous reprenez 100 hectares, si vous reprenez 100 hectares le premier coup, oui. et qu'après un hectare le deuxième coup, vous ne l'aurez pas non plus. Mais c'est quand même beaucoup moins gênant quand vous avez 100 hectares de ne pas avoir l'hectare supplémentaire. C'est d'une débilité absolue. Mais alors, est-ce que c'est franco-français, ça? C'est franco-français. Je n'ai trouvé aucune. Je ne suis pas spécialiste du droit communautaire, bien loin de là. Mais si vous voulez, le texte, les décisions et les décisions de justice et les décisions des DDT, c'est vu le règlement machin de l'Union européenne. Et il n'y a rien à faire. Rien à faire. Enfin, j'ai rien à faire, j'ai perdu. J'ai pas plaidé 50 fois. Enfin, j'ai plaidé, rédigé les requêtes 50 fois. Mais je l'ai perdu. Et ça, il faudrait une action de groupe en disant, mais ouvrez les yeux. C'est une imbécilité totale. Ça veut dire que le petit jeune qui va avoir 4 ou 5 hectares sans DPB ou avec des DPB insuffisants à reprendre, il va les lâcher parce il ziote qu'il y en aura peut-être dans 2 ans 30 hectares à reprendre et qu'il ne peut pas prendre les 30 hectares. Non, mais il ne peut pas perdre les 30 hectares. C'est un Alors, non-sens absolu. alors, à contrario, est-ce que la SAFER joue encore le rôle d'être porteur de foncier, d'acquérir du foncier pour aider l'installation d'un jeune et qui revendent aux jeunes au bout de 3 ans? Est-ce qu'ils le font encore, ça? Je ne sais pas ce que vous voulez dire par en vendre au bout de 3 ans. Vous voulez dire un portage temporaire? Oui, un portage J'en temporaire. connais que deux, mais ça, j'ai jamais eu tellement de nez dessus. Connais que deux, notamment la plaine de Caen. Ils ont fait une grosse opération dans la plaine de Caen, toutes les zones qui étaient en voie d'urbanisation. Vous savez, il y a une grosse zone toute plate là. Je crois qu'ils sont un peu emmêlés les pinceaux. Et une autre opération, je ne sais pas où.
Ils ont créé une société, je ne sais plus quelle région, c'est dans Lyon, je crois. Vous avez connaissé, mais je n'ai pas enquêté là-dessus depuis fort longtemps. Non, dans fort longtemps. Alors, si vous voulez, les affaires, pardon, excusez-moi, vous avez peut-être d'autres questions, parce que Non, non, là, allez-y, allez-y. Oui, voilà. laissez faire. Alors, les affaires, principalement, parce que vous me dites, quand j'étais jeune, etc., enfin mes parents, dans les années 60, etc., c'était l'idée, ils préemptaient pour installer des jeunes, c'était l'idée, évidemment. Bon. Exactement. Le problème de la dérive des affaires, hormis l'omniprésence et le fait que ça soit utilisé comme un système de tenue du territoire, parce que tout système à vocation mafieuse ou de copinage, appelez ça comme vous voulez, comme est celui de la FNSEA, a fortiori quand il se sent menacé, parce que c'est quand même une forteresse en cours de menace, bon, qui subit des menaces, bah, exagère son comportement, outre ses pratiques, bien évidemment. Bon, outre au sens, les augmente, ses pratiques. Or, si vous voulez, les affaires, comme vous le savez, ont deux modes d'intervention, hormis le portage foncier qui est franchement très, très marginal, hein. Moi, j'ai eu Oui, très rencontré. Voilà. marginal. Les affaires ont deux modes d'intervention, le droit de préemption, donc vous connaissez, et les substitutions. Et le drame, les dérives sont venues des substitutions, de mon point de vue. Le droit de préemption, je suis contre. J'ai essayé deux fois de déposer une QPC pour des raisons que je vais vous expliquer. Deux fois de déposer une QPC qui se sont fait bananer par le procureur de la République, une fois à Laval et une fois à Orléans, je crois. Parce qu'en fait, une QPC, pour qu'elle soit montée à la Cour de cassation, que ensuite transférera au Conseil constitutionnel, il faut l'avis du procureur de la République. Et Oui. à chaque fois, les deux procs m'ont banané, si j'ose dire, ma QPC que j'avais préparée pour le corps des dossiers. Tout simplement, moi, c'est pour des raisons juridiques et politiques, parce que certainement, le droit, c'est aussi la politique. C'est-à-dire que le droit de préemption est, comme vous le savez, une prérogative de puissance publique. Oui. Et la prérogative de puissance publique, comme son nom l'indique, n'appartient qu'à des organismes qui sont issus de la souveraineté nationale, Oui. c'est-à-dire les ministres, les C'est présidents ça. de la République, des C'est- collectivités locales, etc. Or, les affaires sont des sociétés de droit privé Oui. qui n'ont rien à faire dans la souveraineté nationale. Non, exact. C'est comme si vous voulez, vous donniez un droit de vous exclure à la SNCF ou à la RATP si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Ça, mon exemple est mal pris, mais. Donc, si vous voulez, ça n'a rien à faire là-dedans. Et jamais la Cour de cassation ni le Conseil d'État n'a accepté de regarder ça. Mais le verre est dans le fruit. Vous donnez une force. C'est pas rien si, comme il s'appelle Emmanuel Liès, l'ancien président de la FNSAFER, a dit, il était content de lui avec ça il y a 2, 3 ans, de dire on dispose d'une bombe atomique qui est le droit de préemption. Mais à quel titre est-ce que Emmanuel Liest et les affaires devraient-elles détenir une bombe atomique? Non, mais vous vous rendez compte? Personne ne rendait la bombe. C'est le président national des affaires, je précise. C'était. Il a été viré C'était, là-haut. c'était. Alors, voilà. Il était présent là, c'est un Normand, il était présent à la SAFER Normandie. D'abord Haute-Normandie, puis ensuite Normandie avec la fusion, avec un tas d'histoires, bon, peu importe. Et il était en même temps président de la FNSAFER. Et il a perdu les deux, parce qu'il était viré de la Normandie, au bénéfice de Pascal Ferré, un gars de la Manche, qui est un pur jus FNSEA. Moi, je l'ai connu quand Oui, j'étais oui, gamin. on connaît Pascal Ferré. Bon, c'est Oui. un pur jus des FNSEA. Et donc, si vous voulez, rien ne justifie qu'une société de droit privé qui doit gagner ta vie ait la possibilité d'exercer la prérogative de la souveraineté nationale. Ça, c'est Exact. pas. C'est pas. Mais c'est monstrueux de dire ça. Ça, Parce oui. qu'en fait, il le pense. Il le pense. Alors, ça, moi, je suis contre. Donc, je demande que le droit de préemption soit retiré aux SAFER, bien évidemment. J'ai fait un projet de réforme que je balade de député en député ou parlementaire depuis un certain nombre d'années. Comme les agriculteurs tiennent énormément à leurs SAFER parce qu'on est dehors, discuter entre nous, des histoires du voisin, machin, etc. Bon. Donc, si vous voulez que les affaires qui gardent leurs affaires, j'en ai parlé avec plusieurs présidents de affaires, hein, bien sûr, qui sont moins que les autres. Bon. Euh, les affaires garderaient un pouvoir d'instruction des dossiers, puisqu'elles connaissent le terrain, bon, c'est sûr, ou tout le moins elles se supposent le connaître, et renverraient le dossier alors, moi, j'ai proposé le conseil départemental pour que le président du conseil départemental décide de préempter. Alors, on me dit, oui, mais le conseil départemental, il y aura il y aura des pressions, etc. Oui, mais le président du conseil départemental, il mangera toujours son beefsteak qui préempte ou qui préempte pas. Ce qui n'est pas le cas des affaires, où C'est vrai. elles travaillent pour gagner leur vie. Et je trouve ahurissant, c'est comme si parmi la souveraineté nationale, il y a l'armée. Bah, les militaires, ils ne sont pas payés au nombre de personnes qui dézinguent quand ils font la guerre, pour autant que je sache. Bon, Non. heureusement. Bon, c'est la même chose, si vous voulez. C'est ahurissant de donner.
de donner, relier le pouvoir de se nourrir à exercer une prérogative de souveraineté nationale. Mais c'est absolument ahurissant. Et je me rappelle d'avoir discuté, celui que je connais le mieux, qui est l'ancien président de la SAFER Bourgogne-Franche-Comté, parce que je suis moitié Picard, moitié bourguignonne, qui a démissionné là au printemps dernier. Et j'en avais parlé il y a au moins une dizaine d'années, mais je dis, mais vous ne vous rendez pas compte que tout ça, ça amène à des remises d'enveloppes. Tout le monde a connaissance ou a vu passer des enveloppes de bac chiche versées à des salariés, etc., dans les affaires. Et quand je lui dis ça, il me dit, mais si vous avez des gens comme ça chez moi, il faut me le dire, je les vire tout le temps. Puis sinon, mon but, c'est pas de faire la chasse aux sorcières à un petit jeune qui dit, si j'ai 3 000 à 4 000 euros pour honorer ma famille, ça m'arrangera. Voilà. Bon. Mon problème, c'est d'avoir un système qui ne permette pas ça, qui ne rende pas C'est ça utile. ça, Et puis, c'est ça. on n'imagine pas un président du conseil départemental se faire remettre 3 000 euros pour Ah une non. attribution. Bon, on n'est pas dans un pays comme ça, heureusement. Bon. Tandis que le petit salarié de base et tout ça, Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est la première partie du droit de préemption de l'exercice à faire, c'est le droit de préemption. Moi, je suis donc pour le réformer, comme je viens de vous le dire, Oui, un peu sur le modèle entre un juge d'instruction et le procureur de la République. Je ne suis pas un avocat pénaliste, mais enfin, j'ai une vague notion comme ça. Le juge d'instruction, il instruit le dossier, comme son nom l'indique, et une fois, il fait des conclusions, bien sûr, oui, et une fois qu'il a fait les conclusions, on considère qu'il faut poursuivre, il renvoie ça au proc, tout à parquet, fait. et si lui, il décide de poursuivre ou pas. Il fait de Voilà. son propre examen, il a l'initiative des poursuites. Le juge d'instruction peut poursuivre personne. Bon, ben, c'est la même chose, si vous voulez, hein. Alors ça, je veux le changer. Mais tant que la loi existe, on l'applique. Et globalement, le droit de préemption en tant que tel, tout seul, pris, si vous verrez tout ce qui est autour, le droit de préemption crée moins de difficultés que le reste du comportement des affaires. Il Oui. y a un encadrement légal, il y a des textes, il y a du contentieux, il y a de la jurisprudence, vous gagnez ou vous perdez, mais enfin c'est carré. Voilà. Bon. En revanche, ce qui ne l'est plus du tout, c'est depuis la loi de 1999, ce qu'on appelle les substitutions. Et ça, les substitutions, c'est la possibilité, alors quoi qu'elles en disent, en dehors d'autocontrôle, qu'on laisse faire pour se nourrir, de faire signer une promesse de vente à quelqu'un qui veut vendre, une promesse d'acheter à quelqu'un qui veut acquérir, de croiser les deux en piquant leur commission au passage. Et En appliquant une commission, alors il y a un barème où la commission, elle est non, il n'y a pas de barème officiel, mais en principe, la fourchette est de 5%. En principe, enfin, ça peut une fourchette. autour La de moyenne, 7%. 5, 5, 5. 5%. Oui, ce qui est à peu près le tarif des agents immobiliers, hein, mais elle travaille comme un agent immobilier. Alors, elle touche en fait une commission pour avoir présenté des gens qui, la plupart du temps, se connaissaient déjà avant, bien entendu. J'ai des dossiers où elles sont foutues un bazar sans nom. Il y en a plusieurs qui sont comme ça. En étant glissées dans une affaire qui était déjà faite, c'est-à-dire le vendeur et l'acquéreur sont d'accord sur tout, etc. Elles disent, non, attendez, vous allez passer par moi. L'argument étant, ça ne vous coûtera pas plus cher parce que ce que vous ne donnerez pas aux impôts, c'est-à-dire les droits d'enregistrement de 5,9%, vous allez nous les donner à nous. Avec ça, on va vivre et nous, on va vous faire un dossier aux petits oignons. Vous allez avoir l'accord des commissaires du gouvernement, ce qui vous donne, d'après les textes, l'autorisation d'exploiter. On en revient à votre... parce qu'il faut savoir que les autorisations, les avis des commissaires du gouvernement tamponnés, agriculture et finances, vous savez, ils sont deux par SAFER. Ça équivaut à une autorisation d'exploiter donnée par la CDOA et par le préfet. Ce qui est assez logique, parce qu'on va risquer d'avoir deux décisions contradictoires, si vous voulez. C'est Mais vrai. bon, en tout cas, du coup, le mec, on lui dit, vous allez nous filer vos 5%, pardonnez-moi, que vos auditeurs me pardonnent ce terme plus et peu élégant, vous allez nous donner ces 5%, en échange de quoi? Vous allez avoir votre dossier qui va passer aux petits oignons au Crédit Agricole, vous allez avoir autorisation d'exploiter, on va vous dépatouiller votre dossier, mais ça, et les gens qui arrivent qui ne sont pas du milieu, c'est pas toujours évident, bon voilà, on se bagarre un peu avec les formulaires. Bon. Et tout ça, ça va... Moi, ils m'ont fait le coup, moi, 2 ou 3 fois à Bordeaux. Comme je suis donc gérante de professionnels de GFA, j'ai le souvenir, comme ça, vite fait, au moins de deux, ça je me rappelle très bien, que dans lequel le directeur de la SAFER, alors que j'avais trouvé par agent immobilier ou par relation personnelle des acquéreurs dans 2 domaines viticoles, m'a appelé en disant, Madame Jacou, si vous vendez un bien et tout ça, on a appris, on peut vous aider, vous faciliter le dossier. Alors d'abord, ils font un travail nullissime déjà. Ah, j'ai la prétention de le faire un petit peu mieux qu'eux. Et en plus, parce que quand même, quand on est du métier, c'est quand même pas bien sorcier. Et le problème, c'est que tout le problème, ils n'avaient rien à faire là-dedans. Parce que l'affaire était arrêtée. Ce n'est pas des dossiers préemptables ou pas qu'ils n'avaient pas envie de préempter.
pas non plus peut-être de clients pour acheter, et moi je les avais. Alors ils m'ont pas agressé, hein, le directeur de Bordeaux à l'époque ne m'a pas du tout agressé, mais il a au contraire essayé de m'amadouer en me disant, etc. Et je me rappelle avoir attendu une fois en audience, j'étais encore avocat plaidant à l'époque, à Meaux, et j'étais enragée. Je vois, il y avait le petit gars de la SAFER locale, donc Île-de-France, je crois, Meaux, qui était en train d'essayer de vendre sa soupe à un gars qui était devant moi par hasard, hein, dans les bancs du tribunal, en disant, mais vous savez, moi je suis la SAFER, passez par nous, on va vous faciliter les choses, vous ne serez pas embêtés, vous aurez tous vos dossiers faits, etc. Ils vendent ça comme ça. Et en plus, alors j'ai un débat qui est visible sur Internet parce que j'avais été relayé par un ami journaliste que vous connaissez, j'imagine, c'est Guy Laluc, qui avait passé mon article auquel a répondu la directrice de la FN SAFER en disant que les commissions touchées par les SAFER dans ces situations-là étaient parfaitement illégales. Alors elle a répondu que c'est légal parce qu'il y a un texte, incontestablement, il y a un texte qui leur accorde, le texte qui leur accorde les substitutions, leur accorde une marge. Seulement, le problème, c'est qu'à l'époque, elle se présentait comme non professionnelle et que depuis la jurisprudence a considéré largement que c'était des agents immobiliers professionnels soumis aux mêmes contraintes et sur la même responsabilité professionnelle. C'est ça, c'est ça. Pour enclencher là-dessus, et je suis contente, j'ai plusieurs politiques là qui se Et on penchent. en profite pour dire merci à Guy Laluc pour le travail, il travaille toujours, le travail qu'il fait depuis des années avec son Oui, journal Argos. Il a oui, relayé beaucoup des dysfonctionnements de la SAFER, hein. On le remercie. absolument. Oui, ça l'énerve aussi beaucoup, Ouais. à juste raison de mon point de vue. Et donc, il y a des politiques qui ont alerté. Bon, alors, cette histoire d'interdiction de toucher, de percevoir des commissions a, entre guillemets, fait long feu parce qu'évidemment, en moyenne, les opérations par substitution, c'est 90-95% du chiffre d'affaires des affaires. Ah oui, quand même. Ah, mais oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, ça, c'est dans toutes les affaires. C'est visible dans leur dossier. Mais si oui, elles les font par menace de la préemption. Alors, à chaque fois, quand vous les attaquez sur la préemption, mais disent on préempte pratiquement jamais, c'est moins de 5% de nos affaires. Évidemment, mais elles s'en servent pour obtenir des accords amiables sur les substitutions qui sortent de tout contrôle. Alors, c'est presque pire. Je préférais qu'elles préemptent à 95%, parce qu'au moins, elles seraient obligées de se justifier légalement. Que là, elles ne sont pas obligées, si vous voulez, hein. Donc, il y a des parlementaires en cette époque avec des crises budgétaires. C'est pas les parlementaires, hein. Enfin, il y a un parlementaire, Charles de Courson, qui est l'homme, monsieur Finance, Charles hein, de Courson. oui, de l'Assemblée nationale, et deux présidents de région qui se sont alarmés, qui ont interrogé tout, l'un, Annick Genevard, l'autre, une direction départementale des finances, de je sais pas quoi, parce que je considère, si vous voulez, que cette façon de vendre des exonérations fiscales, parce qu'en fait, quand elles disent on va procéder par substitution, c'est-à-dire, il y a le vendeur, il y a l'acquéreur, moi je démarche les deux, je réunis tout le monde et zou, je touche mes 5%. C'est les 5% qui peuvent attendre sur des gros dossiers viticoles 1 million ou 2 millions d'euros quand même, Ah hein. oui, ah oui. Ah oui, oui. J'ai des dossiers à 3 000 4 000 euros de commission qu'elle n'avait pas à toucher sur le principe, mais il y en a des énormes, bien sûr. Et donc, sous prétexte de préparer la paix pour tout le monde, vous comprenez, avec nous, vous aurez la paix. Or, ça, dans la mesure où elles ne servent à rien, qu'elles n'apportent aucun service, en général, elles embrouillent tout par rapport à ce qu'aurait été le dossier normalement travaillé par le comptable, le notaire, l'expert foncier, enfin les gens normaux, elles foutent un bazar pas possible, parce qu'elles sont incroyablement incompétentes. Je ne sais pas comment elles font, même pour être aussi incompétentes que ça, mais je lis des choses, mais extravagantes. Toujours est-il que ça, elles vendent leurs services inutiles, voire dévastateurs, en échange de la privation pour les collectivités locales des droits d'enregistrement. Ah oui, Or, c'est du détournement de fonds publics. ça Donc, vous dites que c'est des détournements de fonds publics, ça. ah ben, c'est du détournement de fonds publics, bien sûr. Bien sûr, parce elles appâtent le client ou le chaland, appelez ça comme vous voulez, en disant votre dossier il est déjà fait. J'en ai hein, plusieurs naturellement. Oui. Elles rapprochent l'acquéreur et le vendeur. En échange de, on se met dans le milieu, on ne sert à rien, mais nous on touche 5% et vous avez la paix. Alors c'est du chantage et tout ce que vous voulez, mais j'en suis pas là quand même. Mais en tout cas, c'est du détournement de fonds publics parce qu'elles ne servent à rien. Elles appâtent le client en vendant l'exonération fiscale des droits d'enregistrement, ce qui pénalise les pauvres collectivités locales qui ont bien du mal pour l'instant. Donc, j'ai évidemment saisi un certain nombre de parlementaires. J'ai saisi la Cour des comptes plusieurs fois qui ne m'a pas répondu, carrément pas. Et donc là, j'ai quand même deux présidents de région, en Normandie et Hauts-de-France, qui se sont alarmés et qui ont saisi l'un le ministre et l'autre la direction. J'ai aussi saisi l'Association des départements de France depuis fort longtemps, qui avait un œil tout à fait intéressé. C'est François, moi, comme je vous dis, je suis moitié bourguignonne.
François Sauvadet, le président du conseil François départemental. Sauvadet, oui. Et puis la région Normandie, Hervé c'est Morin. Hervé Morin. Hervé Morin. Et la région Hauts-de-France, c'est Xavier Bertrand. C'est Xavier Bertrand. François Sauvadet est le président d'un de mes deux départements. Donc, encore une fois, j'habite dans l'Oise et puis je suis de Côte d'Or. Puis l'association est aussi en Côte d'Or. Il est président du conseil départemental et puis on s'est déjà vu, enfin, il a déjà essayé Oui, d'interpeller les ministres pour mon compte. Il est en même temps président de l'association des départements de France, oui, c'est ça. vraiment de tous les départements. Hmm. Donc ça, je vais rappeler parce que je voudrais bien qu'il réagisse. Parce que dans cette époque, C'est quelqu'un qui sort de l'UDF, ça. oui, absolument, absolument. Comme Hervé, alors moi je m'embrouille toujours dans les Mais Hervé formations de. Morin, il a rejoint le nouveau, enfin, il avait fait le parti, le nouveau centre, mais historiquement, Oui, ça sort de Valéry Giscard d'Estaing, Bayrou. je dois dire que qu'ils veulent bien me pardonner si vous avez des auditeurs qui font partie de ces formations politiques. Je m'embrouille un peu dans tous les partis du centre qui changent chez moi, même très provisoirement, Ben ils commencent après, des. c'est pas forcément une histoire de parti politique. Il y a des gens courageux, d'autres beaucoup moins. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire que dans les trois que je vous ai cités, je crois bien que Charles de Courson, il est centriste aussi, il me Charles semble. de Courson, il sort de l'UDF aussi, il me semble bien. Ouais, voilà. Donc on a Charles Courson, Hervé Morin et François Sauvadet qui sont tous des centristes. Alors Charles de Courson, il a une, Là-dedans. enfin bon, Charles de Courson, je le suis depuis des dizaines d'années. Au niveau des finances et tout, il a des connaissances. Bah oui, c'était le monsieur propre, un peu monsieur Oui, main propre des finances à l'Assemblée nationale. oui. Donc voilà, si vous voulez, ça c'est le dossier. Encore une fois, le droit de préemption, je veux le supprimer pour les raisons que je vous ai expliquées, qui sont absolument ahurissantes, comme me dit Emmanuel Liest, une société privée était une arme atomique. Vous vous rendez compte comment vous feriez vos affaires, vous? Et moi, venez faire un dossier chez moi, sinon je vous fais tuer ou j'envoie des gars pour vous casser la figure, mais je serai en prison avant d'avoir. Mais c'est une histoire qui est presque inimaginable. Oui, absolument. Oui, donc vous avez bien compris, il y a deux façons pour les affaires d'exercer, les préemptions et les substitutions. Les préemptions, tout le monde les connaît, c'est de la force publique, hein, au sens juridique du terme, évidemment. Oui, En principe, elle ne vous tape pas dessus. Mais c'est une prérogative de puissance publique, c'est-à-dire une mesure autoritaire, bon, qui est encadrée légalement. Je suis pour les supprimer, comme je vous l'ai dit. Et tant qu'elles sont là, il faut évidemment respecter la loi, ça va de soi. Et les tribunaux sont là pour vérifier que les affaires respectent la loi. Ce qui est problématique, c'est les 95% restants, parce que, comme dit joliment donc Emmanuel Liest, l'ancien président de la FNSAFER, le droit de préemption est une arme atomique. On sait ce que l'arme atomique est, c'est aussi une arme dissuasive, hein, on parle assez de la dissuasion atomique en matière de politique étrangère. Eh bien, avec le droit de préemption, et ça, elles l'écrivent même, hein, elles ne se privent pas de menacer les gens, en les menaçant de préempter, elles les font courir volontairement et spontanément vers se faire mettre la corde au cou par les promesses de vente et les promesses d'achat. Voilà. Et les promesses de vente et les promesses d'achat, donc il y a deux catégories en droit civil. oui, Alors, il y a la promesse unilatérale ou d'achat ou la promesse unilatérale de vente. Dans chacune des deux s'engage uniquement ou le vendeur ou l'acheteur. oui, Hein, c'est parfaitement légal. Il y a des délais pour les faire. D'abord, elles doivent être enregistrées dans les délais de 10 jours auprès des impôts, sinon elles sont nulles. Et ensuite, il y a 6 mois pour ça appelle lever l'option. Ça ne peut pas rester éternellement dans un tiroir, ça paraît normal. Bon. Or, les affaires trafiquent souvent, ne signent pas la date d'acceptation pour garder 6 mois de plus, pour faire traîner le délai de 6 mois pour lever l'option, si vous voulez. Plus tu signe tard, parce qu'il y a une petite case avec écrit acceptation par celui qui bénéficie de la promesse. Celui qui promet, évidemment, il signe. Il y a une petite case avec d'acceptation. Elles font traîner ça autant que possible, parfois même elles ne le datent pas du tout. Comme ça fait à la fois durer les 10 jours pour l'enregistrement sous peine de nullité et les 6 mois pour lever l'option également sous peine de caducité. Et ça, bon, voilà. Elle cherche à serrer le kiki du vendeur, mais le tenir mais elles ne veulent pas, elles ne savent pas si elles vont y arriver, etc. Bon. Et c'est la même chose donc du côté de l'acquéreur, dans le même sens. Ça, ce sont des promesses unilatérales où l'une seule partie est engagée d'un côté le vendeur, dans l'une le vendeur, l'autre l'acquéreur. Le jour où se passe, donc elle raconte avec tout ça, j'ai des dossiers que je pourrais vous montrer, certainement des gens que vous connaissez du reste. Le jour où on arrive chez le notaire il fait son boulot normal, le notaire, il récupère les fonds dans ses caisses, parce que maintenant c'est obligatoire, vous savez, avant la vente. Il réunit tout le monde et laisse affaire, échange simplement, elle substitue l'acquéreur choisi
a ses droits dans la promesse de vente et le vendeur choisit dans la promesse d'achat. Le notaire ne fait qu'un acte et ne mentionne la SAFER qu'au titre de sa commission d'intervention, C'est ça. comme un agent immobilier. Mais elle n'intervient jamais ni comme vendeur ni comme acquéreur. Oui, d'accord. Voilà. Et Et des autres promesses, mais là, qui sont absolument pas utilisées dans par les affaires, enfin, ils sont peut-être que si, mais enfin, disons que c'est pas celles qui me tombent entre les mains, ce sont les promesses, qu'on dit dans le vocabulaire commun synalagmatique, dans lesquelles les deux parties s'engagent. Et une promesse dans laquelle les deux parties s'engagent, elle est définitive, c'est-à-dire que normalement, on ne peut plus, ça vaut vente. Si on dit ça, on dit bien oui, promesse, vente, oui. vaut. Voilà. Donc voilà l'état des promesses, si vous voulez. Mais elle fait pratiquement jamais de promesses synalagmatiques, mais des promesses unilatérales, donc en raboutant les deux, si j'ose dire, vendeur et acquéreur. Et là-dessus, elles se font payer, bah, en général, 5%. Directement pris dans les caisses publiques parce qu'elles ne servent absolument à rien. Les gens se sont déjà rencontrés. Il n'y a aucune politique d'amélioration des structures de je ne sais quoi dans cette histoire. Moi, j'ai plusieurs dossiers où les gens ont perdu plusieurs centaines de milliers d'euros parce qu'en plus, elles sont incapables de faire un boulot correct. Et techniquement, quoi, elles s'embrouillent dans les machins, elles vont chercher des gens insolvables, voir des escrocs, enfin, ahurissant, absolument ahurissant. Et ça, si vous voulez, c'est de l'argent pour vendre cette activité-là de 95% de leur chiffre d'affaires. Oui. Eh bien, elles piquent, entre guillemets, les droits d'enregistrement qui normalement reviennent aux collectivités locales. Et c'est ça que j'appelle un détournement de fonds publics. Parce que pour une non-active, pour quelque chose auquel elle ne sert à rien en trafiquant une opération, eh bien, elle détourne des fonds publics. Et c'est à ça que commencent enfin à s'intéresser les politiques dans cette période de crise. Alors moi Parce qu'on j'aurais deux ça serait questions. pour faire un boulot magique, ça serait très bien, mais elles font des catastrophes en plus. Alors moi j'aurais deux questions. Lorsqu'un agriculteur part à la retraite ou même sans être à la retraite, veut vendre son exploitation avant, pour raison de difficulté ou autre, hein, s'il veut changer de métier, lorsqu'il vend l'ensemble de l'exploitation avec le corps de ferme et tout, souvent il cherche des acquéreurs. Alors là, ça va pas être les voisins parce que les voisins prennent que les terres. C'est rare quand ils reprennent tout le corps de ferme et les maisons. C'est sûr. Ils ont un appel d'offres avec éventuellement des étrangers hollandais, belges ou que sais-je, qui sont expropriés. Est-ce que dans ce cadre-là, la SAFER, on peut dire qu'elle rend service aux exploitants qui veulent vendre? Est-ce qu'on peut le dire? J'en ai pas la moindre idée. Pas J'en ai plus qu'une c'est agence vraiment immobilière. Non, je vais Pas- vous dire, c'est le même boulot que n'importe quel agent immobilier Oui, moyennement ben compétent. oui, Ou les annonces qu'on passait avant dans la France agricole. Moi, j'ai vendu au début que je gérais des propriétés pour donc des GFA, j'en ai vendu tout simplement par annonce dans la France agricole, ce qu'on faisait dans ma jeunesse, si vous voulez. Il n'y en a pratiquement plus, même maintenant, les agences d'exploitation à vendre bah, d'abord parce que le contexte foncier a changé, hein, inévitablement, mais incontestablement plutôt. Mais non, je ne pense pas qu'elles rendent service parce que, si vous voulez, elles ne vont pas chercher des gens, pardon, elles ne vont pas chercher des gens que d'autres professionnels n'auraient pas trouvés. C'est pas possible. oui, je Si vous comprends. êtes agriculteur dans les pays, aux Pays-Bas ou en Belgique, pour prendre les cas les plus évidents, hein, vous avez un pouvoir d'achat agricole qui est bien supérieur au français, c'est Oui, évident. oui. Surtout moi, la nordique que je suis, bien entendu, on les connaît, les capitaux nordiques, hein. Le belge et hollandais, c'est pas d'aujourd'hui. Bah, vous n'avez pas besoin de la SAFER pour savoir ce qu'il y a à vendre. Vous téléphonez au notaire du coin, vous envoyez votre propre notaire ou votre propre expert foncier qui téléphone à ses copains ou qui passe des annonces dans les journaux spécialisés de notaires ou d'agents immobiliers. Oui. Les agents, par exemple, dans le Nord, là, moi j'étais proche de Jean Catteau, qui a été l'un des grands barons de la FNIM, de la Commission des affaires agricoles. Jean Catteau, l'agent immobilier du Nord, hein. Alors le Nord, vous parlez le 59, le 62, là. Oui, oui, c'est ça, je parlais de 59-62, oui, Nord, oui, dans la région de Hauts-de-France. Bah, ces gens-là, les agents immobiliers connus dans le nord de la France ont fait des affaires avec la Belgique et le Hollande depuis des temps immémoriaux. Ils n'ont pas eu besoin des affaires pour ça. Ils n'ont pas Si eu vous voulez, le besoin de la problème, c'est SAFER qu'elles pour faire des échanges. personne n'a besoin de s'affaire parce elles sont incompétentes. Alors, si, alors, il y a un autre problème, évidemment, c'est l'intervention des notaires dans cette histoire. Mais normalement, si vous voulez, en concerne le travail technique, c'est-à-dire Oui, l'évaluation, l'expertise, les références de prix, etc. Bah, les experts fonciers, c'est leur métier, ils ont toujours fait ça. oui, Moi, je travaille avec des experts fonciers. bien sûr. Je ne connais rien, j'ai des grandes prétentions en droit, mais je ne connais absolument rien en expertise. J'ai jamais su expertiser quoi que ce soit. Voilà. Bon, ça aurait pu être une formation, mais en l'occurrence, je ne sais pas faire. Bah, qu'est-ce que je fais? Je demande à des copains agents immobiliers, naturellement, que je connais dans les diverses régions où je travaille. Et puis voilà. C'est pas compliqué. Ils ont leurs propres références, leur propre historique, évidemment, ils font leurs statistiques, leurs machins, beaucoup mieux que ne le font les affaires. Et quand vous regardez, vous savez, il y a deux barèmes en matière de valeur de terre, le ministère
et puis les affaires. Hein, quand vous voulez dire, tiens, combien ça vaut dans tel coin que je connais pas. Oui. Bah, les fourchettes sont tellement énormes que ça ne veut absolument rien dire. Alors, à la rigueur, en comparant d'un département à l'autre, enfin, c'est à peu près quand même, hein. On sait que la Champagne ou le Pas-de-Calais, ça vaut plus cher que la Corse ou que le Puy-de-Dôme, hein. Bon, pas la peine d'avoir non plus fait 50 ans d'études agricoles. Donc elle ne sort absolument rien en barème. Par contre, dès que, même les experts, c'est pour se couvrir, seulement quand il faut des rapports, ils mettent selon le barème ça fait tant, etc. Et surtout, le drame du pouvoir de nuisance des affaires. Alors là, on arrive sur le... Parce que c'est quand même un pouvoir de nuisance. Vous me dites, est-ce qu'elle servait à quelque chose pour moi? Absolument pas. Et si vous vous interrogez, je me suis, comme on allait se voir, pas se parler, puis se voir aussi, j'ai regardé un peu sur Internet ce matin. Ce que vous voyez, c'est que des gens qui râlent, des gens qui bandent de voyous, quels escrocs, etc. Vous voyez, c'est bon. Il y a un propriétaire d'un cru classé de Pessac à qui je loue 2 hectares et qui vend le reste de la propriété, qui je loue, qui ne m'appartiennent pas, hein, mais que je gère, qui m'a appelé il y a 15 jours ou 3 semaines. Il est allé avec son agent immobilier, son conseil, je ne sais pas quoi, discuter de la cession des parts de sa propre société, c'est un grand cru, avec la SAFER. Et il m'appelle après pour d'autres choses. Ah, il me dit, on s'est dit, on comprend maintenant ce qu'écrit Madame Jacou depuis des années. C'est vraiment une bande de voyous. Mais tant que les gens n'ont pas été confrontés, vous voyez, c'est moi qui n'ont pas été confrontés. Alors, Donc, il n'apporte pas de. Au contraire, il y a des dossiers, moi j'ai. Alors évidemment, je n'ai pas les trains qui arrivent à l'heure, hein, c'est évident. C'est tous les dossiers qui posent problème qui me ça sont c'est adressés. vrai. Voilà, bon, ça faut quand même se replacer statistiquement. Mais des dossiers lesquels ils ont coûté plusieurs centaines de milliers d'euros à mes clients, que j'ai le droit de diffuser, donc bien sûr, mes clients m'autorisent, je vous les passerai se serait passé très bien si la SAFER ne s'était pas mêlée. Et c'est vraiment la SAFER, par ses imbécilités techniques, même pas, je parle même pas de favoritisme, voilà, mais techniques, qui a coûté cet argent-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que je pense qu'elle joue toujours ce rôle-là dans des cas de restructuration suite à alors suite à un aéroport, suite à un TGV, suite à des tracés d'autoroute, ça déclenche le remembrement. Là, la SAFER, est-ce qu'on peut dire qu'elle joue un rôle parce que avant que l'autoroute se mette en construction, bon, elle réquisitionne des terres dans la zone et après se déclenche le remembrement, ils remettent, ils reconstituent un puzzle avec l'expert géomètre. Est-ce qu'on peut dire que là, elles ont leur utilité? Alors moi, je suis en plein dedans, puisque je dois être à peu près à 200 mètres du canal Seine-Nord, des travaux du canal Seine-Nord-Europe à Compiègne, hein, il part de là, bon. Donc on est en plein là-dedans. La SAFER est impliquée depuis au moins 10 ans. Non, enfin, je ne vais pas surveiller à la minute près, mais dans ce canal Seine-Nord-Europe. Oui, alors je n'ai pas eu l'occasion de surveiller. Je sais que ça râle dans tous les sens, hein, mais je Est-ce n'ai que là, jamais je rien dirais vu. oui. Dans ce rôle-là, elles doivent jouer leur rôle, non? Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai vu, encore une fois, avec mes 50 ans d'expérience professionnelle et mes promotions de copains du même âge que moi, il y avait, qui ont été complètement démolis de mon point de vue, d'excellents services fonciers dans les chambres d'agriculture. Oui, Et des gens qui faisaient ce boulot-là. Moi, j'avais des copains de ma génération, donc 15 ans maintenant. On a commencé tous à bosser fin des années 70, début des années 80, hein. oui, J'en ai plein qui sont passés, puisque l'école que j'ai fait, l'IDREA, entre les autres études, pour faire vraiment de l'agriculture, forme aussi les experts fonciers, hein. Donc, mais moi, oui. j'y comprends rien. Mais il y en a qui étaient quand même plus doués que moi là, dans ce domaine. Moi, je été juriste hein, de métier. Donc, ils ont compris des postes dans les chambres. Et il y avait des services sacrément musclés Je qui suis d'accord. s'appuyaient les remembrements, qui s'appuyaient les expropriations, tous les changements de consultation pour les changements de poste, etc. Vous savez, toutes les urbanisations qui commençaient à galoper autour des communes. Oui. Et des copains à moi ou des amis connaissaient drôlement bien le territoire. C'est vrai. Beaucoup mieux que ne connaissent les agents fonciers de SAFER. Donc, c'est une question que je me suis posée par rapport au dépouillement des services chambres parce qu'il y a aussi les acceptants publics fonciers. Mais que font tous ces gens-là? Ils passent des conventions avec les affaires. Un de mes amis était responsable, proche, était à l'époque, je n'ai pas vu depuis longtemps, mais on est toujours amis, était responsable du service foncier de la Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne. Sa directrice de chambre a désossé son service pour le refiler à la SAFER. Et après, elle est devenue directrice, je crois que c'est celle qui est directrice de la FN SAFER maintenant. Il y a, si vous voulez, une volonté. Alors, je ne sais pas quelle est la poule aussi, c'est quelle œuf. Je ne sais pas si c'est parce que la profession démissionne en refilant les problèmes à la SAFER, qu'elles sont depuis non plus nuisibles,
ou parce que on leur refile de plus en plus comment dire, comme elles sont de plus en plus nuisibles, ben, la profession démissionne en leur refilant des choses. Vous voyez, c'est un phénomène d'entraînement qui fait qu'est-ce qui empêchait les centres d'économie rurale ou même les fédés d'avoir des services fonciers? Elles apportent rien du tout, absolument rien. Et En tout donc, cas, dans le le service cas, de chambre, ça j'en suis sûre. Je l'ai vu avec mes yeux, les services de chambre, hein, parce que beaucoup de mes amis y sont oui, rentrés, hein. oui, oui. Non, Et mais il c'est y ma avait des gens, il y a des gens qui étaient très compétents dans les chambres d'agriculture, comme vous le dites, là, quand il y avait des remembrements et tout ça. Ça, faut le reconnaître. Et là, aujourd'hui, quand il y a des autoroutes ou des projets d'autoroute ou de TGV, je pense que c'est peut-être là encore que la SAFER joue son meilleur rôle parce qu'ils mettent en portefeuille des terres avant que le projet arrive. Et quand le projet arrive, après, ben, on oui, redistribue oui, les terres. Je pense oui, que oui, avec des, ça, ils le font peut-être encore. Bien. oui, oui, Non? oui, 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 je ne peux pas dire. Le jour où j'aurai surveillé un peu ce qui se passe dans les Hauts-de-France avec notre canal, là, je vous dirai, mais je n'ai pas eu l'occasion de le surveiller ni d'être alerté sur quoi que ce soit. Oui, il y avait des remembrements avec inclusion d'emprise, vous savez, de C'est dire que. ça. C'est Voilà, oui, ça. donc, oui, oui. C'est ça. J'ai pas d'exemple frappant, voilà, si vous voulez. Je pense que, à la limite, il faut les nourrir aussi, maintenant qu'elles sont là et que personne ne veut les supprimer parce qu'il y a la pression professionnelle. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'elles veulent de plus en plus de pouvoir. Elles veulent tenir tout le foncier agricole. Elles veulent que tout passe par elles. Je ne sais pas d'où c'est venu ça, mais vraiment, enfin, je ne sais pas d'où c'est venu. Non, c'est une tenue de territoire syndical, je crois Parce que. que après, alors les SAFER, je ne sais pas si c'est le meilleur outil. À un moment donné, il a joué son rôle, la SAFER. Ça n'existe pas en Hollande ou ailleurs, hein, ou en Angleterre. Le but du jeu, c'était un peu peut-être d'essayer d'éviter la spéculation et éviter qu'il y ait, même si c'est peu présent en France, mais ça va arriver, éviter qu'il y ait des investisseurs, des gens qui ont fait fortune dans l'industrie, par exemple, et qui viennent défiscaliser et qui vont venir acheter du foncier dans la somme le double de ce que ça vaut parce qu'ils vont défiscaliser dans leur entreprise industrielle. On pensait que ça allait nous protéger de ça, mais quelle est la solution finalement? Personnellement, je regarde le sujet depuis 50 ans et j'en connais pas. Si vous voulez, notamment, parce que dans les présidents et les responsables de cette affaire de manière générale, j'ai depuis un moment diagnostiqué deux camps, deux catégories, si on peut dire. Oui, Qui sont des vrais convaincus, des vrais syndicalistes. Je pense à oui, ceux avec lesquels je discute, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, les deux successifs, l'ancien jusqu'à l'année dernière, que je connais depuis 30 ans, par la FNSA, etc. Des gens qui croient vraiment que les affaires, c'est bien. Vous voyez, bon, voilà. On discute, on s'engueule, entre guillemets, amicalement, mais ils y croient. Et puis, vous avez les voyous. Les voyous, très simples, c'est-à-dire qu'ils sont là pour se servir, tout simplement. Et j'essaye, mais très récemment, je n'y arrive pas trop bien, à pousser les gentils, si je puis dire, même si c'est un peu caricatural, mais les convaincus contre les méchants. J'ai, dans mes heures de gloire, mon titre de gloire, réussi à faire mettre en cabane, quand même, au moins en garde à vue, l'ancien président de la SAFER Aquitaine-Atlantique, Francis Massé, qui a fait un trafic d'influence pour se faire attribuer à son GFA familial, avec un bail à son fils, 7 hectares de grands crus à Saint-Émilion. et Il il a se trouve que été condamné. non, il n'a pas été condamné, il a été relâché. D'après mes copains du coin, alors c'est moi qui l'ai dénoncé au parquet de Bordeaux, bien sûr, parce que j'avais les yeux dessus. Il m'a pas causé préjudice personnellement, ni moi, ni à un client. Mais il se trouve que je suis exploitante à 7 millions, que j'ai plein de copains, etc. Enfin bref. Donc j'ai suivi l'opération. Et mes amis, mes copains m'ont trouvé tout ce qu'il fallait, les parcelles cadastrales, tout ce qu'il me fallait. J'ai signalé, le parquet de Bordeaux, la brigade financière s'est sacrément bougé. Ils sont tombés à deux, voire trois officiers de brigade financière chez tout le monde, chez les exploitants, mes copains exploitants, le mandataire liquidateur de Libourne que je connais bien, parce que j'ai eu trois fermiers chez lui en liquidation, en redressement, les a vus débouler, etc. Enfin, ils se sont fait un boulot à fond. Le gars, donc, alors, j'ai levé tous les actes, à peu près 1,3 million, 1,4 million d'achats, dont 800 000 ou 900 000 euros passés hors la comptabilité du notaire. J'ai jamais vu des sommes pareilles hors la comptabilité du notaire. Il a dézingué le candidat concurrent, bien entendu, parce que il demandait un prêt au Crédit Agricole, et comme le Crédit Agricole est l'actionnaire majoritaire de la SAFER Aquitaine Atlantique, voilà. Donc, si vous voulez, il y a des articles, hein, c'est entre 2014 et 2017. Il y a des articles où j'avais été interrogé par la France agricole, il a répondu en disant je ne suis pas au courant, etc. Alors mes copains, donc qui notamment siégeaient au comité technique de Gironde, m'ont dit qu'il allait être relâché. Et, voilà, il n'a pas dû rester longtemps en garde à vue, hein, je n'ai pas suivi, mais enfin il a dû faire 24 heures avec quelques copains, qu'il avait dit si je tombe, je ne tomberai pas tout seul. Voilà. Donc si vous voulez, tout le monde était mouillé, voilà, on est en plein là-dedans, quoi.
Et la brigade financière, alors il a été relâché, la fusion a eu lieu quelques mois après, et puis on l'a fait chevalier du mérite agricole pour le remercier de cette service sur un domaine de Ah Saint-Émilion. bon? Mais bien sûr. Ensuite, Alors, alors bon, et là, pardon, juste si je finis une phrase, puis après j'en arrête là. La jeune femme, j'ai été interroger la brigade financière de Bordeaux, bien sûr, c'est normal, parce que c'est moi qui avais fait le signalement. Et la jeune femme qui avait interrogé tout ce monde elle a eu du mal à s'en remettre de son émotion, parce que débouler, quand on a l'habitude de faire du trafic de drogue ou des escroqueries, la petite semaine déboulée à Saint-Emilion, c'est quand même pas évident. Et elle me dit, mais c'est ahurissant, tout le monde nous dit, mais on a peur de la SAFER. Ben oui, c'est ça, les gens ont peur de la SAFER. Et ça tient comme ça. et les syndicats opposants à la FNSEA, il y a des syndicats opposants à la Oui, la FNSEA, coordination rurale qui siégeait notamment. Oui. ou Confédération Paysanne ou MODEF, ils disent que la SAFER, elle pourrait garder un rôle à condition qu'elle soit réformée et qu'elle fasse un vrai travail. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Bah, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je suis accessoirement, mais pas du tout active, mais membre de la coordination rurale et je connais très bien. C'est moi qui ai fait la procédure en SAFER Auvergne-Rhône-Alpes pour Christian Convert, donc je connais quand même bien le sujet. Et je suis proche, amicalement et aussi parce que j'avais travaillé pour eux, du porte-parole de la Confédération paysanne de Gironde, Dominique Técher. Donc, j'ai pas manqué d'en discuter avec eux, si vous voulez. Non, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de proposition. Moi, je ne vois franchement que de retirer le droit de préemption. Et là, si elle fait un travail, parce que c'est ce que m'avait dit l'ancien président de la SAFER Bourgogne-Franche-Comté, mais alors, avec mon système, mais alors comment on sera payé? Mais j'ai jamais voulu qu'ils crèvent de faim, tous ces gens-là. S'ils font un travail qui vaut la peine, les gens qui vont volontairement consulter la SAFER, comme un agent immobilier ou comme moi en droit ou je ne sais quoi, ils leur demandent des honoraires, ils payent leurs honoraires, c'est normal, c'est un marché normal si vous voulez. Voilà, ils choisissent leur conseil. Si la SAFER fait un bon boulot d'instruction des dossiers, avec toujours la professeure école qui veut toujours se mêler de tout, et qu'elle est payée, moi, ça ne me dérange pas, si vous voulez. C'est normal. Mais pas un droit de péage en échange d'une menace. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Le droit de préemption est un non-sens moral, éthique, tout ce qu'on veut. Absolument un non-sens. Alors après, ça soulève un problème. On connaît les prix, on connaît le prix du foncier, hein, par département, rien que par la Chambre des notaires, tout le monde connaît le prix du foncier, Bien sûr, même bien s'il sûr. varie du nord au sud d'un département, mais on le connaît. Comment réguler pour éviter des abus ou après, forcément, les successions des enfants pourraient se retrouver à même pas pouvoir racheter les parts des parents si certains spéculent sur la terre. Comment on peut le réguler, ça? Écoutez, j'en ai pas la moindre idée. C'est pas, faut y avoir réfléchi. Et à mon avis, le problème réside, alors c'est pas du tout en mon pouvoir, pas dans le prix des terres, mais dans toutes les incohérences et le manque de mise à jour du droit rural de manière générale et auquel ces agriculteurs sont très attachés. Par exemple, vous me dites à juste raison, s'il n'y avait pas les SAFER, les prix augmenteraient. Moi, tous les dossiers que je gère, la SAFER a contribué à le faire augmenter au contraire. Bon, donc, voilà. Ça, oui, c'est vrai. Voilà. Bon, par ailleurs, elles n'empêchent pas non plus elles n'empêchent pas la dégringolade du prix des Bordeaux les prix absolument pharaoniques du vignoble bourguignon. C'est Donc, vrai. si vous voulez, et moi, en tant que bonne picarde et nordique, ça fait 50 ans que je vois arriver les capitaux belges et hollandais, et ils arrivaient déjà avant ma naissance, avec des moyens vers Boulogne, enfin au nord-ouest de la région, les terres elles sont à 50 000 euros l'hectare. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens gagnent leur vie quand même. Ouais. Donc, il y a cette obsession en France, et ça, je mets ça sur le compte de la Révolution française. Vous allez me dire que c'est mon statut de vieil aristo dédoré qui fait ce qui réagit. Mais la Révolution française était évidemment indispensable pour l'égalité des droits, ça tombe sous le sens. Mais si vous voulez, ça n'est même pas l'objet d'une moindre discussion. Mais, ça, et puis j'ai eu des copains enfants de métayer, etc. Je vois bien comment ils ont vécu, c'est abominable. Enfin, moralement en tout cas. C'est sûr. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on a enfilé, insufflé, enfin, comme on veut, dans l'esprit des agriculteurs, qui avaient souffert pendant des générations et des générations, le droit à la propriété privée. Alors, le droit à la propriété privée, c'est valable pour vous et moi qui voulons acheter notre petite maison, notre appartement, voire plus si on a des sous. Mais transposer aux agricultures, c'est ingérable. Parce que sur le moindre hectare de terre, vous avez la rentabilité,
l'aspect affectif, la revanche sur le passé pour le parent, la spéculation, la crise sur telle ou telle production, tout ça qui s'additionne, c'est indémêlable. Je ne Alors, connais pas un exploitant, et encore une fois, j'ai près de 50 ans de métier, qui n'ait pas à toute force comme objectif de devenir propriétaire des terres dont il est fermier. oui, oui, puis après, il y a l'affectio familiae. Quand Et il y a bien la sûr, transmission avec l'affectio familiae, ils vont pas céder les terres. Il y en a, ils préfèrent vous le savez, ça. Ils préfèrent les voir en friche que de les céder à quelqu'un qui va venir de la ville. mais c'est affreux. Je gérais jusqu'à il y a peu de temps, il y a quelques mois, pour des Allemands, 120 ou 130 hectares dans la région de Beauvais, hein, donc chez moi dans l'Oise. Bon. Fermier très correct, très impliqué dans la profession agricole, du Rex Fédé, etc. Mais avec qui je m'entendais très bien. Il n'y a aucun problème, ni comme fermier, ni comme individu. Mais écoutez, j'en étais presque ému pour eux. Les Allemands en indivision viennent de. Enfin, c'est pas très gentil de les appeler les Allemands, mais enfin, il se trouve qu'ils sont Allemands. Ils avaient hérité ça de leurs parents. Viennent de leur vendre leurs 130 hectares. Mais j'étais ému pour les fermiers. Ils avaient réalisé le rêve de leur vie. Être propriétaire de ces bons sons de 130 hectares à Oui. côté de Beauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors C'est l'objectif d'une vie. comme vous le savez, il y a dans le monde agricole, on le sait, hein, nos parents ont démarré comme ça. Beaucoup oui, la passion de la terre, acquérir de la terre, quitte pour une partie à manger des patates pendant longtemps. Mais oui, mais je sais bien, mais je sais bien. Et en même temps, quand vous avez plusieurs enfants, comment, de quel droit dire, bah, je dis n'importe quoi comme prix, hein, on Oui, va caler successoralement les terres à 4 000 € l'hectare oui, pour que ton frère ou ta sœur puisse reprendre, et oui. puis toi, tu vas t'aller te brosser pour pouvoir t'acheter ton appartement, tu ne pourras pas. Bah non. Alors que le frère, une fois qu'il aura hérité, par contre, il peut. Parce que j'en ai aussi plein des comme ça, notamment en Beauce. C'est-à-dire qu'ils se bagarrent sur les terres occupées, sur la préférence familiale, tout le bazar, quelle que soit la forme juridique, pour acheter pas cher, avec l'idée de peut-être pas forcément de vendre, mais toucher un prix de cession de 10 ou 15 000 € l'hectare une fois qu'ils auront récupéré les terres. Vous trouvez que c'est bien ça aussi? Le On fait que est, le on, bail rural n'ait pas de valeur, ah, ça, c'est un grand totem de la profession agricole. Interdiction de cession du bail, de cession vénale du bail, hein, prix. C'est susceptible de correctionnel. Bon, c'est complètement amoral, ça fout un bazar pas possible dans les successions. Celui qui récupère les terres, il lui est pas interdit de faire une cession de bail derrière et de les acheter 4 000 € dans la succession, enfin de les acheter, de se les faire attribuer 4 000 € dans la succession et de céder un pas de porte à 15 000 € derrière. oui, Et oui. tu prends par mal. Un pas de porte pour que les auditeurs comprennent, c'est des dessous de table. Le prix du foncier en France, il est autour de 5 000 € l'hectare en moyenne. Hein. Bon. Oui, mais pas dans les régions à gros Non, non, potentiel. mais de moyenne, si on fait une grande moyenne, Oui. c'est pratiquement les terres les moins chères d'Europe. Mais après, comment vous allez gérer le problème? Il y a un autre problème, je voulais vous y soumettre. Quand sur des terrains maintenant, à tort ou à raison, hein, c'est des décisions géopolitiques et géostratégiques des chefs d'État et de gouvernement, des gouvernements, voilà, qu'on subit, hein, on est pour ou on est contre. Quand vous avez un parc éolien, quand vous avez du photovoltaïque au sol ou de l'agrivoltaïsme, hein, euh, et vous n'avez pas peur qu'il y en a, parce que là, c'est plus de l'argent agricole, c'est de l'énergie. Bon, ça aide des exploitants, on peut être pour, on peut être contre. Mais vous n'avez pas peur qu'il y ait une spéculation avec ça en disant, bah moi, voilà, ma terre, elle vaut le double. Vous n'avez pas peur de ça? Bon, je n'ai pas particulièrement peur parce que c'est quand même très marginal. Oui, Moi, c'est vrai. tous les dossiers que j'ai, c'est des dossiers de début. Et que vous savez comme moi, que quand ça commence, c'est comme les mariages, ça va toujours bien. C'est après que ça s'aggrave. Bon. Donc, si vous voulez, là, quand je suis consulté, bon, j'en ai pas plein les placards, mais disons que ça m'est arrivé deux, trois fois, j'ai deux, trois dossiers en cours. C'est pour formaliser les contrats, etc., hein. Et en Bourgogne, la partie bourguignonne de mon association, on a surtout le problème des vieilles installations, c'est-à-dire que les boîtes qui montent ça sont généralement éphémères. Oui. Elles se barrent en laissant les installations toutes pourries, puis elles les retirent jamais. Et on ne sait pas quoi faire de l'emprise, enfin, je vous dis, j'emploie sûrement des mots qui ne sont pas bons, mais vous voyez des installations qui sont là. Moi, je n'ai pas de recul. Les dossiers que j'ai pu avoir, sauf je suis associé d'une ARL dans Lyon depuis 23 ou 24 ans, et Dominique, mon associé qui est le gérant, a eu il y a 20 ans au moins un des premiers à faire mettre du photovoltaïque sur les toitures des Oui. hangars, des maisons Oui. annexes, etc. Et ça, il a été très bien, il était dans les premiers, donc c'était très rentable, il a toujours Oui. été très, très dynamique et particulièrement clairvoyant. Donc ça, c'est très bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de drame de ce côté-là, hein. Enfin, à ma connaissance, Dominique me l'aurait dit. Mais sinon, les autres dossiers que j'ai moi, c'est des débuts. Et je mets en forme les contrats avec des boîtes qui lancent ça, dont je vois bien qu'elles sont quand même un chouïa branlantes. Bon, et qui, c'est la mode, si on peut dire. C'est ça qui m'inquiète le plus, moi. Mm.
C'est que les gens qui sont là-dedans ne connaissent, voient l'opportunité, voient la fenêtre de tir, voient que c'est à la mode, ils connaissent rien au foncier rural, à la vie des collectivités locales, à tous les pouvoirs qui vont s'enchevêtrer pour donner les autorisations, des trucs, des machins, la commune, la communauté de communes, le département, le truc. Bon, donc si vous voulez, non, pour moi, c'est beaucoup trop frais, quoi. D'accord. Et Il donc, y aura toujours des problèmes. est-ce que vous auriez un mot de conclusion? On va conclure là-dessus, un mot de conclusion sur le rôle des SAFER et ce qu'il faut changer. Oui, bah oui, alors j'avais évidemment plein d'autres choses à dire, vous en doutez, mais on commence tous à être fatigués, bien sûr, je comprends. Oui, 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 ça, c'est un impératif Si vous voulez, en matière de foncier rural, comme je l'écris et je le dis toujours, les affaires ne sont pas la solution, ils sont le problème. Il faut incontestablement, alors là, je ne le dis pas parce que ça mériterait une séance entière, sur les cessions de parts sociales. Les cessions de parts sociales, la poussée des hurlements, alors la fameuse Wesson Patsus, qui est un monument On refera une d'imbécilité. émission là-dessus. C'est inimaginable parce que les affaires, par contre, prennent parfois 1 ou 2 millions d'euros d'honoraires pour bien se couvrir la cession de part sociale. Hein. Parce que si vous voulez, les cessions de part sociale, par définition, il n'y a pas de prix de référence. Dans un prix de part sociale, vous mettez ce que vous voulez, Oui, évidemment, ce qu'il y a dans l'exploitation, compris des contrats, du matériel, tout ce que vous voulez. Donc c'est absolument n'importe quoi. Pas pour un juriste qui fait du droit des sociétés familiales, sociétés normales, entre parties privées qui font comme elles veulent. Mais quand mettez une affaire là-dedans, c'est absolument n'importe quoi. Et moi, j'avais dit, quand elle voulait être préemptée sur les sessions partielles de part sociale, que je ferais à qui voulait le voulait une consultation gratuite pour apprendre à éviter ce droit de préemption de session de part sociale, légalement, bien évidemment. Bon, alors, est-ce que c'est moi, parce qu'ils me surveillent un peu quand même, ou est-ce que c'est d'autres juristes, ou c'est eux qui ont réfléchi, ils ont abandonné, ils sont passés pour loi Sampassou, qui est un monument de conneries juridiques. C'est inimaginable. Bon. Donc, si vous voulez, je ne vois évidemment pas d'autre solution qu'en supprimant les affaires, en les gardant comme maelstrom professionnel où tout le monde doit raconter sa vie, les syndicats se disputent les uns les autres pour savoir qui est le meilleur candidat, et chacun avec leur priorité ou pas. On a vu que ça ne donnait pas grand-chose en général, hein, voilà, mais bon, laissons-leur cette chance. Et de toute façon, déléguer ce pouvoir d'intervention autoritaire à l'État ou à une oui, à collectivité. l'État, à l'État. Alors, soit l'État, le préfet, soit le conseil départemental. Oui, Voilà, on peut voir. Hein. je suis d'accord avec vous. Au Alors, ce départ, qu'on fera. j'avais pensé aux EPF au départ, et on m'a démontré qu'en Oh, fait, vous c'était dites à pire que quoi? les affaires. Aux EPF, aux établissements publics fonciers. Aux Et on m'a établissements démontré que publics c'était fonciers. pire que les affaires, ou tout au moins équivalent. Et puis depuis, elles ont de toute façon, tous les EPF ont passé les conventions avec les affaires. Donc, bon, ça rien du tout. Voilà. Donc, Donc, non, non, si on veut un contrôle du foncier rural, il est impératif de tout changer. Mais il faudrait tout changer, monsieur Grégoire, en politique agricole. Mais tout tout changer. changer. Donc, ce qu'on va faire, parce qu'on a déjà un peu plus d'une heure d'émission, Voilà, oui, je oui, vous je vous en prie. réinviterai et on fera un thème plus précis. On prendra un bout, parce qu'il y a plein de choses à dire hein, sur les SAFER, les statuts du fermage et tout. Et on fera plusieurs émissions, parce qu'autrement, on va trop dire de choses d'un coup et Bien on sûr, va noyer les auditeurs. Ben, écoutez, complètement, je vous complètement. remercie beaucoup et C'est moi. je vous dis à bientôt. À bientôt et bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.